Bonjour tout le monde. Pour la première fois dans de perspective, une voix de femme qui prend le micro. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui derrière le mot réussite professionnelle pour une femme aujourd'hui? Nous avons à peine 19% de femmes qui sont officiellement représentées dans le marché du travail. La plupart des femmes aujourd'hui occupent des situations précaires qui ne sont pas déclarées officiellement dans les statistiques. Il y a tout ce travail invisible, les tâches domestiques, etc. Les femmes qui vont réussir vont faire des sacrifices, des concessions, vont devoir prouver qu'elles sont compétentes. C'est pouvoir aussi redoubler d'efforts pour pouvoir asseoir sa légitimité et sa crédibilité. Sans parler aussi de la maternité. En fait, le leadership au féminin, c'est un jeu d'équilibriste. Il est nécessaire que les femmes apprennent aussi à se préserver. Le parcours est semé d'embûches, discrimination, biais, maternité, ce sont des freins. Pour moi, les valeurs, c'est mon socle. Femmes leaders, des femmes qui vont porter des causes, des missions, qui vont rester alignées avec leurs valeurs profondes. Le syndrome de l'imposture touche plus les femmes que les hommes. Les femmes doivent travailler sur elles. Très souvent, malheureusement, les femmes sont leur premier ennemi. Le rôle des hommes dans l'atteinte de cette égalité est crucial. Égalité, inclusion, ce ne sont plus des nice to have, c'est un must have. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on accepte qu'une femme soit ambitieuse et mère en même temps, ou est-ce qu'il y a toujours un prix à payer? Il a fait du droit, de l'éthique et de la conformité son terrain d'expertise. Mais au-delà des textes et des règles, c'est l'humain qui l'anime. Aujourd'hui, il partage sa perspective. Avec Leïla, on va explorer plusieurs sujets essentiels sur l'égalité, le leadership féminin, la charge mentale pour une femme aujourd'hui et plein d'autres qui passent souvent en silence. Restez connectés. Leïla, je suis très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Merci Annan pour ton invitation et bravo pour cette belle initiative. Merci Leïla. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots ou peut-être nous partager une facette de toi qu'on ne devine pas en lisant ton CV? Oui, avec plaisir. Donc Leïla, je suis maman de 3 enfants, 2 filles et un petit garçon, 15, 12 et bien un petit garçon de bientôt 3 ans. Je suis avocate de formation. Je suis née en France, j'ai grandi en France avant de venir m'installer au Maroc D'accord. il y a presque 20 ans. Je vais fêter mon 20e anniversaire de présence au Maroc l'année prochaine et on pourra en parler un peu plus. Bien sûr. Et en fait, ce que l'on sait de moi, c'est qu'au-delà de ma casquette de maman, d'avocate de formation, je suis très engagée dans la société civile marocaine pour promouvoir le leadership au féminin, l'empourvoiement au féminin et contribuer à un monde professionnel plus égalitaire. C'est vraiment une mission de vie que je me suis assignée naturellement, de par mon histoire, de par mon parcours dont on parlera. Et j'œuvre tous les jours à créer un monde, une société, plus juste, que ce soit, dans ma vie personnelle, ou dans ma vie, professionnelle. Et avant de parler des grands enjeux d'égalité, de charge mentale et de leadership féminin, j'aimerais qu'on revienne un instant au tout début de ton histoire pro. Quand tu démarres tes études, pourquoi le choix du droit, de l'éthique, t'a-t-il tout de suite marqué ou attiré? Bah, le choix du droit déjà, puisque l'éthique est venue par la suite, mais je pense que c'est, 2 matières qui sont complémentaires, de par l'éducation que j'ai reçue, les valeurs que mes parents m'ont transmises autour de la loyauté, la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, la justice, ça a toujours été des valeurs, en fait, avec lesquelles j'ai grandi et qui m'ont, suivie jusqu'à aujourd'hui. Donc, le choix du droit est venu à moi assez naturellement. Heu, Plus jeune, j'étais, toujours là à défendre, voilà, les personnes, victimes, d'injustice, de discrimination. Ça a commencé très tôt dans les cours, d'école et ça s'est poursuivi par la suite à travers des activités associatives. Et donc, ce sont vraiment mes valeurs qui m'ont poussée vers, ces, domaines-là qui sont devenus aujourd'hui des domaines de prédilection et qui collent vraiment avec les valeurs que je porte, au quotidien. La justice, l'équité, l'égalité, qui me tiennent à cœur. Est-ce qu'au départ, tu t'imaginais évoluer dans des postes de direction, de gouvernance, ou bien c'est quelque chose qui s'est dessiné au fil des années?
Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'à 16-17 ans, on a plus ou moins une idée et encore, c'est assez difficile à 16-17 ans, de savoir, clairement, quelle branche, on veut, vers laquelle on veut, s'orienter. Mon parcours s'est dessiné au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai démarré, mes études de droit, j'avais pour objectif, pour ambition de devenir juge des enfants, donc pouvoir intégrer la magistrature. Et au fur et à mesure de mon cursus académique, à l'université, je me suis découvert une, passion pour le droit des affaires. Le monde des entreprises, qui est un monde, qui m'a séduit et dans lequel je me suis, spécialisée. Et donc, finalement, je mets de côté, le projet de la magistrature pour m'orienter vers l'avocature, le monde des avocats. Mais quand je fais le choix de m'orienter vers le monde de l'avocature, c'était principalement pour être avocat conseil, non pas avocat contentieux, les plaidoiries, et cetera, puisque j'étais très timide, plus jeune et pour moi, plaider des dossiers, devant, des juges, c'était juste, impossible. Rien que pour parler en public, c'était un challenge, J'imagine. vraiment. Donc, l'avocature, monde des entreprises et à ce moment-là, en fait, voilà, j'avais plus ou moins une idée, claire de ce que je voulais faire. C'était le monde du conseil, des entreprises, et que j'ai découvert à travers des stages dans des cabinets d'avocats, des directions juridiques et je commence ma carrière, en intégrant des cabinets d'avocats, où j'y travaille pendant, 3-4 ans entre la France, les États-Unis et le Maroc. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que le monde des cabinets d'avocats n'était pas forcément un monde dans lequel je me voyais évoluer sur le long terme. En début de carrière, très bien, expérience très formatrice, vraiment, j'y ai passé, des années juste extraordinaires en termes d'apprentissage, de formation. On est pressés comme des citrons, on est des couteaux suisses. Mais mes 4 ans dans le cabinet d'avocat, c'est peut-être l'équivalent de 10 années sans exagérer, pardon, d'expérience professionnelle. Et par la suite, je me suis tournée vers le monde des entreprises. Il faut savoir et ça c'est la petite, histoire, c'est qu'en 2006, je fais le choix de venir m'installer au Maroc. Comme, partagé, je suis née en France de parents marocains qui ont immigré, en France, dans les années, 70 et et le choix pour le Maroc en juin 2006, c'était plus une aventure que je voulais vivre et les cabinets d'avocats en 2006, toutes les grosses firmes internationales venaient s'installer à Casa et je me suis dit: «Why not?» J'avais envie d'étranger et je me suis dit: «Bah, le Maroc est à côté, les parents pourront venir, je pourrai retourner en France, régulièrement» et en juin 2006, changement de bord alors que j'avais une belle collaboration dans un cabinet d'avocats, parisien. Je prends mes affaires pour m'installer, à Casablanca et je rejoins un cabinet d'affaires international, pendant presque 2 ans. Mes parents ne m'ont pas forcément encouragée au début puisque eux ont fait Ouais. le chemin inverse en Ouais. me disant: «Mais qu'est-ce que tu vas aller faire au Maroc? Nous, on a quitté le Maroc pour, voilà, vous offrir quelque chose de différent». Mais j'avais vraiment envie d'aventure et d'explorer le Maroc, sous un autre, angle puisque je connaissais le Maroc à travers les vacances et à travers les vacances, c'est pas le Maroc, dans lequel on vit au quotidien. Et donc après ces 2 ans dans ce cabinet d'avocats, je m'oriente vers le monde du corporate, le monde de l'entreprise, en décidant de rester au Maroc parce que je voulais vraiment prolonger l'aventure, au Maroc, qui pour moi, encore une fois, n'était qu'une aventure. J'allais y rester 2 ans, 3 ans, mais j'étais loin de m'imaginer que j'allais, y faire ma vie. Et là, je suis approchée par, Renault, heu France, pour créer la direction juridique du groupe Renault au Maroc et ça, c'était avant l'usine de Tanger Ah ouais, et une expérience juste extraordinaire. Donc d'accord. tout ça pour te dire que mon parcours, au fur et à mesure, des années, des opportunités aussi, que ce soit, voilà, opportunités que le Maroc m'a offert, opportunités que, voilà, les personnes de mon entourage, m'ont proposé. Mon parcours s'est dessiné au fur et à mesure.
Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Moi, elle est encore plus Exact. longue, mais voilà, pour te donner. Mais je crois que tu n'as pas regretté parce que tu es Bah, revenu ça va à faire ton 20 ans pays d'origine. maintenant et Ouais, c'est, franchement, exceptionnel. Je c'est- pense que sincèrement, euh, je me suis installée au Maroc, j'avais 26 ans, 25, 26 ans, ouais. Et ne compte pas les années, hein. T'inquiète. Tu vas pouvoir être en mesure Non, non. de poser un âge. Mais oui, le Maroc, juste exceptionnel en termes Ouais, d'opportunités, en termes de dynamique, et de par aussi mon parcours franco-marocaine, du coup. exactement. C'est voilà, une valeur ajoutée supplémentaire, cette double culture Exactement. qui m'a permis aussi de naviguer entre la France et le Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc offre des opportunités, qui sont juste extraordinaires pour tous Exactement. ces jeunes, qui ont envie qui sont motivés et envie de se développer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et dans mon domaine, juridique, en 2006, il y avait quasiment rien. Et ces opportunités, jamais j'aurais pu les avoir en France. En tout cas, pas avant, 40 ans, avec les cheveux grisonnants, heu et c'est juste extraordinaire. Et le Maroc mérite le give back en fait. Et le Je- Maroc mérite le give back. Exact. Tout à fait. Si tu devais identifier un moment ou une rencontre clé qui a marqué un tournant dans ta carrière, ça serait lequel? Et je pense que mon moment clé, sincèrement, ça a été mon installation au Maroc, mais sans savoir réellement ce qui allait se passer par la suite. Puisque au départ, c'était pour y rester 2 ans, 3 ans, et ensuite je rentre en France ou je pars pour d'autres horizons à l'étranger. Et en fait, mon, mon installation au Maroc a été un vrai tournant dans ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Puisqu'à peine 20, enfin, ouais, 25 ans, je quitte le cocon familial pour quitter ma zone de confort, véritablement. Ouais, Le Maroc, je le connaissais qu'à travers les les vacances. vacances. Et en acceptant de quitter ma zone de confort, en venant m'installer au Maroc, bah, ça a été un tournant décisif, puisque j'ai fait le choix de m'ouvrir sur d'autres horizons, de développer aussi davantage cette curiosité, de voir un petit peu ce qui se passe autour de moi, quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter. Et je pense que le fait d'avoir quitté ma zone de confort en venant m'installer au Maroc m'a permis de poursuivre ma construction en tant qu'adulte, en tant que professionnel, etc. Que ce soit par rapport à ma vie pro et personnelle. Euh, mais je pense que mon installation au Maroc a été un tournant décisif dans ma vie d'une manière générale, perso ou pro. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus construit dans ce parcours? Les compétences techniques, les rencontres ou bien les épreuves personnelles? Je pense que ce sont les rencontres et les épreuves. Euh, D'accord. la vie d'une manière générale n'est pas un long fleuve tranquille. On passe par des up and down, Yes. des moments personnels difficiles, la perte d'un parent, mon père, l'Alhamo, que j'ai perdu il y a 10 ans, une vraie épreuve, mais qui a été aussi, comment dirais-je, qui m'a apporté aussi beaucoup de choses. Tu sais, dans la phase de deuil, il y a 5 phases dans l'épreuve du deuil. Et la dernière phase, c'est le cadeau caché. Et en fait, à travers cette épreuve douloureuse qui est la perte de mon père, j'ai découvert aussi, et ça a été aussi un autre moment fort dans ma vie, un autre déclic, c'est se dire que la vie est courte. Bien sûr. Mon père a travaillé d'arrache-pied pendant une quarantaine d'années sans jamais poser un arrêt maladie, en espérant qu'un jour il puisse passer sa retraite et revenir chez lui dans son bled, la région de Taroudant, où il y avait une maison. Et en fait, ça a été un vrai déclic. Travailler, oui, c'est très bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Exact. L'héritage L'héritage. Et je ne parle pas d'héritage matériel. matériel, ouais. Je parle de l'héritage immatériel. Immatériel, exact. Quelles sont ces valeurs que tu as envie de transmettre à tes Ouais, enfants? Quelles traces tu as envie de laisser dans la société civile? exact. Et mon père, l'Alhamo, était quelqu'un de très investi, même basé en France, très proche de sa communauté, de son village, chaque année, les rentrées scolaires, préparer les cartables, envoyer des fournitures, des ordinateurs qu'il renvoyait dans son village natal.
Et en fait, la perte de mon père, ça a été un vrai déclencheur, un vrai déclic, en me disant: «Leïla, certes, il y a le travail, mais il y a pas que le travail. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Leïla, qui tu es?» Puisque pendant, voilà, entre le moment où, tu arrêtes tes études, tu décroches ton premier emploi, tu te maries, tu fais des enfants, en fait, tu avances sans réellement te poser de questions. Tu fonces, tu traces, voilà, tu coches les cases, sans te poser la question du sens. Quel sens tu as envie de donner à ta vie? Et puis, bah, là, en fait, inconsciemment, est née une introspection intérieure de pouvoir me reconnecter avec Leïla. Leïla, qui tu es? Cette authenticité qui, par la force des choses, le poids du quotidien, les codes également, de la société, mon authenticité s'est effacée. Et là, vraiment, le cadeau caché, c'était de me reconnecter avec mon authenticité, c'est-à-dire Leïla qui a envie de give back. J'ai eu la chance, hamdoullah, de rencontrer à chaque fois les personnes clés. J'avais pas forcément de réseau, même pas du tout dans le monde du droit. Je me suis construite. Mmh. Au Maroc, j'avais rien. Je suis arrivée avec ma petite valise. Ouais, J'avais pas de réseau, j'avais absolument rien. Et en fait, tout ça, ça s'est c'est construit, construit. progressivement. Ouais, Donc tu vois, quand tu parles aussi du parcours qui se dessine, il se dessine aussi avec l'aide des personnes que tu rencontres, bien sûr. au cours de ton chemin. Et c'est ce que j'ai envie, moi, de donner à la au Maroc, à la société civile, à mes enfants. C'est contribuer à un Maroc, qui soit plus inclusif, meilleur, où les gens puissent avoir les mêmes opportunités, pardon, même si on verra, hein, c'est un long chemin, c'est un vaste chantier, mais cette notion de give back, elle fait partie de moi véritablement et oui, c'est une satisfaction, personnelle de pouvoir y contribuer avec la plus grande humilité. Et le leadership féminin, tout le monde en parle, mais très peu qui montrent la vraie face. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui derrière le mot réussite professionnelle pour une femme aujourd'hui? Alors c'est une bonne question, bon, déjà par réussite, la notion de réussite, elle est assez subjective. Moi, je vais avoir ma propre vision de la réussite, peut-être que d'autres femmes vont avoir une vision, différente de la réussite. Une femme qui réussit et qui est épanouie en faisant le choix, pardon, d'éduquer ses enfants, d'être mère au foyer, c'est une C'est réussite. une réussite, Comme exact. une femme, voilà, qui fait le choix, de mener, de front carrière pro, vie privée, ça peut être aussi une réussite. Bref, mais derrière le mot réussite, quand on parle de leadership au féminin, alors après la question: «Est-ce qu'il y a véritablement un leadership féminin, un leadership masculin?» Je pense qu'il y a des bases communes. Mais après je pense effectivement qu'il y a des valeurs qui sont portées par les femmes, qui définissent et qui dessinent ce leadership au féminin. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il faut partir de constats très clairs. C'est qu'aujourd'hui, nous avons à peine 19 de femmes, qui sont officiellement représentées, dans le marché du travail. La plupart des femmes aujourd'hui occupent des situations précaires, qui ne sont pas déclarées officiellement dans les statistiques parce qu'elles travaillent dans les zones, rurales. Il y a tout ce travail invisible aussi, les tâches domestiques et cetera. Donc, leadership au féminin, il y a un certain nombre je dirais de charges qu'on ne voit pas, ces charges invisibles, qui font que les femmes qui vont réussir à certains niveaux, de seniorité, de leadership, vont faire à un moment donné des sacrifices, vont faire à un moment donné des concessions, vont devoir prouver, qu'elles sont compétentes, et qu'elles méritent leur statut, de femme leader au même titre qu'un homme. Donc c'est pouvoir aussi redoubler d'efforts pour pouvoir asseoir sa légitimité, sa crédibilité. Et ça, parfois, ça peut user. Sans parler aussi de la maternité, pour les femmes qui ont des projets de maternité ou qui sont mamans, qui nécessitent aussi de jongler. En fait, le leadership au féminin, si j'avais à le définir, c'est un jeu d'équilibriste, en permanence. Ce qu'on ne va pas forcément retrouver chez les hommes, parce que les Ouais. femmes vont être sur tous les fronts. Devoir, voilà, montrer qu'elles sont capables de gérer sur les différents fronts, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans leur vie familiale et cetera.
Donc leadership au féminin, c'est un jeu, d'équilibriste qui peut parfois coûter, mais il est nécessaire que les femmes apprennent aussi à se préserver parce que, encore une fois, le chemin est long, vers l'égalité. Le parcours est semé d'embûches, discrimination, biais, maternité, ce sont des freins aussi, à la carrière, des femmes. Et tous ces freins-là, en fait, nécessitent, pour les femmes de redoubler d'efforts, de repenser leur carrière, d'avoir une vraie stratégie de carrière, hem, pouvoir, également, envisager un projet de maternité. En fait, tout est une question de préparation et de planification. Et c'est d'ailleurs aussi, ces messages-là que je véhicule à travers le podcast, Shape Your Career. C'est vraiment pour accompagner les femmes à décoder l'ensemble de ces règles non écrites que l'on découvre dans le monde de l'entreprise. Ce sont des règles pour lesquelles on n'est pas familiarisé ou sensibilisé. On les apprend sur le tas. Je les ai découverts sur le tas à force, de me frotter, voilà, à des personnes plus seniors, d'avoir essuyé, certains échecs et cetera. Heu et c'est tous ces codes que je transmets aux femmes pour vraiment les préparer à développer une vraie stratégie de carrière et à être, outillées pour faire face aux différents challenges qu'elles rencontreront ou qu'elles peuvent rencontrer dans le monde de l'entreprise. C'est très inspirant. Et, et parfois, au-delà des obstacles structurels et des mots, ce sont les mots, les petites phrases qui en disent long sur les biais encore présents. Et combien de fois as-tu entendu des mots ou bien des phrases dans ta carrière qu'on n'aurait jamais dit d'un homme? Alors écoute, oui, ce sont des freins invisibles, dont on ne parle pas, très souvent, mais ces biais, ils peuvent, se traduire, s'illustrer de différentes manières. J'ai déjà entendu des remarques, qui m'ont, ouais, qui m'ont surprise. Exemple, «Leïla, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es trop émotive». Quand je vais partager une position qui va être différente de celle de mon manager, qui Ah était ouais. un homme à l'époque. On n'était pas forcément d'accord sur, l'approche, de gérer un dossier et il m'a dit gentiment, mais c'était en anglais, «Leïla, je comprends pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? You are too emotive». Je lui dis: «Mais en fait, c'est quoi le rapport, mes émotions et le fait qu'on soit pas d'accord?» C'est un exemple Oui, où Leïla, la maternité, si tu envisages un projet de maternité, ça peut, demain impacter ton évolution de carrière. Ou oui. Leïla, Ça, c'est au Maroc ou en Europe pour un peu au Maroc, au au Maroc. Ok, Maroc. ça m'étonne. Mais, heu, mais ta remarque, elle est pertinente, Adnan. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je parle du Maroc, mais ce sont des sujets qui sont universels, que l'on va rencontrer dans l'ensemble des sociétés à travers le monde. Aujourd'hui, je suis, aussi parmi, les casquettes, que je porte. Dans mon entreprise actuelle, je lead un réseau féminin international, composé de plus de 10 000 membres à travers 70 pays. Et à travers cette expérience, du coup, je découvre les différents challenges que les femmes rencontrent, quelle que soit leur nationalité. Et ces biais, malheureusement, ce sont vraiment des destructeurs de carrière, sur lesquels les entreprises doivent agir. Donc je t'ai partagé, quelques exemples, mais ça, c'est, une infime, Mhm. partie Oui, des exemples que je pourrais, partager. Que ce soit les biais par rapport aux biais, origine ethnique, biais, par rapport aux opinions religieuses, biais relatifs à la maternité, ce qu'on appelle aussi le mur maternel, où on va considérer, qu'une femme va être moins disponible, lorsqu'elle va revenir de son congé maternité. On va pas forcément lui proposer, une promotion parce que son manager ou sa manager va considérer que, cette femme a peut-être autre chose à faire et qu'elle veut s'occuper, intégralement de son bébé. Hem, Ces biais-là et ça fait partie aussi de nos voilà, de nos mentalités. C'est le fruit de notre éducation, héritage, société patriarcale et ce sont vraiment des freins qui sont universels, pardon, oui. et qui sont de véritables poisons,
dans le cadre de l'évolution des femmes en entreprise et dans le monde professionnel d'une manière générale. Et ces biais, et c'est important aussi de souligner ce point-là, c'est des biais que l'on va retrouver, qu'ils soient conscients ou inconscients, chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Puisque j'ai déjà vu aussi chez les femmes, notamment dans des revues de talent, et là je reviens à la maternité, des femmes qui ont atteint une certaine position de leadership, elles-mêmes mamans, qui vont mettre de côté des profils féminins qui reviennent de congé maternité, en estimant que ces femmes-là ne sont pas forcément prêtes pour une future promotion. Donc c'est un travail de longue haleine pour changer ce mindset, ces mentalités, que ce soit chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Et dans ce tourbillon d'injonctions, d'attentes et de responsabilités, comment tu fais pour ne pas te perdre entre l'image qu'on attend de toi et la femme que tu es profondément? Alors on revient aux valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour moi, les valeurs, c'est mon socle. C'est vraiment ma boussole intérieure, c'est mon GPS qui me guide au quotidien dans les décisions que je vais prendre, euh, dans mes positions, dans mes choix de vie. C'est-à-dire que quand on parle aussi de leadership et de femmes leaders, ce sont des femmes qui vont porter des causes, des missions, en alignement avec leurs valeurs. Et, et ces valeurs, elles me drivent au quotidien. Quand je vais avoir des moments de doute, quand je vais avoir des questionnements, je vais revenir à mes valeurs. C'est-à-dire l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté. S'il y a quelque chose qui s'éloigne de mes valeurs, et on revient à l'éthique aussi, quand on parle de l'éthique, Bien ce sûr. sont des valeurs. Ouais, voilà. Je vais revenir à mes valeurs pour prendre telle ou telle décision. C'est parfois difficile, mais en même temps, c'est ce qui fait la force de certaines leaders, c'est qu'elles ne vont pas transiger avec leurs valeurs. Et aujourd'hui, tous les leaders, du moins qui se distinguent dans ce monde, ce sont des gens qui vont rester alignés avec leurs valeurs profondes. Ouais. Et moi, c'est mon mantra. Vraiment dans tout, perso, pro, c'est ce qui va véritablement conditionner mes choix, mes décisions, dans l'éducation, dans voilà, ma vie perso, pro. C'est le retour aux valeurs, Ouais. vraiment. Mais des fois, excusez-moi, des fois, rester aligné avec les principes et les valeurs, ça nous freine un petit peu. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est aussi pouvoir s'adapter au contexte dans lequel nous sommes aussi. Pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons. Quand on parle de valeurs, de mentalité, euh, il y a peut-être certaines mentalités qui sont aujourd'hui dépassées et ouais, qui ne collent plus réellement avec la réalité de notre pays, ouais, de notre société. Et c'est comment s'affranchir aussi de certaines croyances. Il y a aussi des croyances qui sont parfois ancrées, qui sont ouais, ancrées de par notre héritage, etc. C'est apprendre à naviguer dans tout cet environnement mais également pouvoir, quand on croit profondément à certaines convictions, à certaines causes que l'on défend. Tu sais qu'aujourd'hui, voilà, la réforme de la Moudawana aussi, c'est ouais. un débat de société où il y a beaucoup de polémiques autour de certains sujets. C'est comment faire avancer les mentalités, les réflexions pour pouvoir coller aujourd'hui à la réalité de notre pays. Aujourd'hui, on a une jeune génération qui arrive, Ouais, qui ne se retrouve plus forcément dans certaines valeurs. ouais. C'est comment réinventer. Et qu'on n'accepte pas ce que d'autres toléraient, en fait. Ouais, Exactement. C'est réinventer et pouvoir réinventer, se remettre en question, ça fait partie aussi de notre progression, de notre développement. exact. Il n'y a pas de science qui est arrêtée. Il n'y a pas de. On construit une société avec l'aide de chacun et chacune, dans le respect des opinions, mais c'est comme ça qu'on fera construire, qu'on construira aussi une société plus inclusive et qu'on fera évoluer les débats. C'est aujourd'hui, dans quelle réalité nous sommes? Le syndrome de l'imposteur. Euh, Tu as parlé dans des précédentes posts sur le Ouais. syndrome. Est-ce que tu l'as traversé et qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir?
Je l'ai traversé maintes et maintes fois. Je continue de gérer mon syndrome de l'imposture ou l'imposteur. C'est une bonne, question. Ce syndrome de l'imposture, en fait, très jeune, cette petite voix interne qui te, chuchote à tue-tête, «Tu es nul, tu n'es pas à ta place, tu n'y arriveras pas, mais pourquoi tu es là?» En fait, c'est un combat en permanence avec son syndrome de l'imposture et ce qu'il faut savoir, c'est que ce syndrome de l'imposture et ça, il y a des statistiques et des études qui le démontrent, touche plus les femmes que les que hommes. les hommes. Et pourquoi est-ce qu'il touche plus les femmes que les hommes? Encore une fois, c'est un héritage socioculturel. On va apprendre aux jeunes filles, très tôt d'être de bonnes élèves, d'être des étudiantes sérieuses et cette, perfection, qui nous ronge, depuis le plus jeune âge, va nous poursuivre à l'âge adulte. Et à chaque fois, on va et personnellement, j'ai eu ce sentiment d'avoir à justifier à chaque fois que je suis légitime. Alors c'est intéressant, Mmh. à me justifier, à me démontrer que je suis légitime, que je suis à ma place. Ce syndrome de l'imposture, ce qu'il faut savoir, en tout cas pour moi, c'est mon propre syndrome de l'imposture. Personne autour de moi n'a remis en question mes compétences ou ma légitimité. On m'a toujours encouragée à me développer, à donner le meilleur de moi-même. Mais c'est moi avec moi-même, en fait. C'est moi et mon syndrome de l'imposture. Et comment j'ai réussi à le dompter. Je pense qu'on ne peut pas l'éradiquer de Ouais, manière définitive, mais on peut apprendre à le dompter. Et ça, c'est avec l'expérience, la maturité, les échecs, les réussites. C'est se dire que, ouais, avec ce que j'ai pu construire, bah, j'ai pu, voilà, faire des choses qui m'ont épanouie, avoir de belles réalisations. Et toutes ces belles réalisations, elles parlent pour moi et elles me permettent de venir démontrer à mon syndrome de l'imposture que je suis à ma place, je suis légitime, j'ai confiance en moi. Donc c'est vraiment, voilà, dompter, savoir éduquer son syndrome de l'imposture pour ne pas lui laisser de place, parce que quand il prend trop de place, du coup, il peut freiner l'évolution de carrière, des femmes. C'est un poison, au même titre que les biais, qu'ils soient conscients ou inconscients. Le syndrome de l'imposture, c'est un syndrome, dont il faut être conscient ou consciente. Dès lors que le diagnostic est posé, heu, il y a une prescription qui est je me suis fait mon autoprescription, avec, des tips, voilà, savoir parler de ses réalisations, savoir, s'exposer, également, c'est important. Savoir aussi, prendre de la distance et faire le point un petit peu sur son parcours, les réalisations qu'on a pu, réaliser pour montrer à notre syndrome de l'imposture qu'on est capable, qu'on est à sa place. C'est savoir, ouais, d'accord. Et est-ce que tu penses que certaines structures ou environnements professionnels renforcent même involontairement cette sensation chez les femmes de devoir d'en faire plus pour prouver leur légitimité? Oui, alors, il y a certaines structures qui vont, en interne, mettre en place des programmes d'accompagnement pour justement accompagner les femmes, avec du coaching, du mentoring, pour les aider à Ouais, travailler notamment sur le syndrome de l'imposture, et développer, d'autres, compétences. Où des entreprises vont véritablement mettre des programmes de développement pour accompagner les femmes à faire face à ce genre de challenge. Mais après, pas toutes les structures intègrent, ce genre de programme, coaching, mentoring. Après, je pense aussi qu'il y a un gros travail à faire au niveau des femmes, dans un premier temps. Avant même de parler de structure professionnelle, les femmes doivent travailler sur elles. Elles doivent prendre conscience de l'existence de ce syndrome, mais également d'autres croyances limitantes qu'elles peuvent avoir, puisque très souvent, malheureusement, les femmes sont leur premier ennemi. Et d'ailleurs, à travers le podcast, Shape Your Career, mon objectif, c'est qu'elles deviennent leurs premières alliées. d'accord. Hem, c'est de pouvoir identifier ces croyances limitantes pour pouvoir elles-mêmes travailler sur ces croyances et les neutraliser. Plus elles acquerront et elles développeront cette confiance, plus elles seront en mesure après de pouvoir se faire développer, que ce soit par une, entreprise, par d'autres structures, dans le cadre de programmes et cetera. Donc c'est déjà les femmes
prendre conscience de ces croyances limitantes qui sont le fruit finalement de leur imagination et qui n'ont pas lieu d'exister, pour pouvoir par la suite passer au next step et prendre, en main, leur évolution, professionnelle et se faire accompagner, le cas échéant par, leur entreprise ou d'autres structures. Il y a un autre point aussi que j'aimerais, développer, Elnen, c'est Ouais, aussi les rôles modèles, chez les femmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de rôles modèles, féminins et c'est une excellente chose. On n'en a pas assez encore, ou certaines n'osent pas franchir le pas, le cap de s'exposer, d'être visibles, de pouvoir partager leur parcours, leurs expériences. Si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est aussi le moyen de partager un un message auprès message, ouais. des jeunes, auprès des femmes, pour leur dire qu'elles en sont capables, qu'elles, ont toutes les compétences, pour pouvoir évoluer. Donc c'est pouvoir afficher des rôles modèles féminins qui ont réussi et qui sont passés aussi à travers, qui ont réussi à vaincre ces différents obstacles, challenges, notamment le syndrome de l'imposture. Donc plus on parlera aussi de ces, fléaux, plus, les femmes développeront cette conscience et elles se diront, ben, que c'est effectivement possible. Et on parle souvent d'ambition professionnelle, mais rarement de la manière dont elle cohabite avec le rôle de mère, en fait. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on accepte qu'une femme soit ambitieuse et mère en même temps? Ou est-ce qu'il y a toujours un prêt à payer? Bon, l'ambition aujourd'hui, et on revient aux biais et notamment aux stéréotypes, aujourd'hui, dans notre société, une femme ambitieuse peut déranger. Peut déranger. Il y a certaines connotations péjoratives, qui vont être associées à la femme ambitieuse. C'est une femme qui a les dents longues, qui raye le parquet, c'est une femme qui n'a aucune valeur, qui est carriériste et cetera. Mais aujourd'hui, les choses changent. Ambition pour moi et vie de famille peuvent aller de pair. J'en suis, la preuve. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mener de front une carrière professionnelle et une vie de famille parce que pouvoir être épanouie dans ma vie professionnelle et vie personnelle, c'est pour moi important. On parlait de changement de mentalité. Aujourd'hui, on voit que les mentalités changent. On voit de plus en plus de femmes mener de front carrière, et maternité et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Ça demande peut-être une organisation, ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline puisque comme j'ai partagé tout à l'heure, quand on parle de leadership au féminin, on ne voit pas les efforts, qui sont, fournis par, les femmes pour atteindre certains, niveaux de seniorité, de leadership. C'est avoir une structure, une cellule familiale qui soutient, un conjoint qui soutient. Aujourd'hui, sans le soutien de mon conjoint, je pourrais pas faire, tout ce que je fais aujourd'hui et ça fait partie de moi. Donc je dois pouvoir compter sur mon conjoint, pour faire tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime et ça aussi, c'est important. C'est le rôle des hommes, dans le développement, du leadership des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et dans l'égalité professionnelle, l'égalité d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est pas un combat, porté par les femmes pour les femmes. Les hommes sont, une pièce maîtresse, de cette équation. Sans l'aide des hommes, on ne peut pas y arriver. Ça fait partie aussi des messages que je prône, c'est-à-dire c'est hommes et femmes, main dans la main, pour le développement d'une société plus juste, plus égalitaire, pour nos enfants, pour les futures générations. Le rôle des hommes dans l'atteinte de cette égalité est crucial. Et sans vous, messieurs, on ne pourra pas y arriver. Sur le terrain, beaucoup d'entreprises se disent inclusives, mais dans les faits, ce n'est pas toujours simple. Qu'est-ce qui manque selon toi dans les entreprises en général pour que maternité et ambition puissent exister ou coexister sereinement? Il y a un point qui doit être clair aujourd'hui, c'est que égalité professionnelle, inclusion, ce ne sont plus des nice to have, c'est un must D'accord. have. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour les entreprises, puisque des études, des statistiques ont démontré que les entreprises plus inclusives étaient plus performantes financièrement, qu'elles parviennent mieux à retenir leurs talents également, que leurs collaborateurs, collaboratrices
reste fidèle à l'organisation et l'entreprise développe aussi sa marque employeur. Donc D'accord. aujourd'hui, c'est une nécessité. On a des entreprises qui jouent réellement le jeu, mais qui jouent réellement le jeu parce qu'elles portent ces valeurs dans leur ADN, clairement, dans leur stratégie Ouais. d'entreprise. Et donc, du coup, on va voir des programmes qui vont se décliner de différentes manières pour pouvoir concilier maternité et ambition professionnelle, que ce soit la préparation du congé maternité, du départ en congé maternité, que ce soit la préparation du retour de congé maternité, qu'on puisse parler des ambitions de la femme qui s'apprête à partir en congé maternité, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse l'accompagner. Ces programmes peuvent effectivement exister dans certaines structures, du mentoring, du coaching pour aider au retour des femmes de la maternité. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour les entreprises qui ne sont pas encore là, je dirais, c'est de pouvoir intégrer véritablement ces valeurs et ces sujets au cœur de leur stratégie d'entreprise et d'y croire véritablement pour pouvoir avoir une vraie feuille de route pour accompagner la maternité et l'ambition professionnelle qui vont de pair. Et c'est du win-win pour l'entreprise Ex- et pour les collaboratrices. Exactement. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, mais rarement de l'écart entre les femmes elles-mêmes, la fracture entre la femme rurale et la femme urbaine. Comment éviter, selon toi, que l'égalité ne soit réservée qu'à une élite connectée? Ça, c'est un vaste sujet, NN et malheureusement cet écart, il existe. Ouais, Et il y a des disparités qui sont flagrantes et ces inégalités persistent. Et d'ailleurs, à l'occasion, du discours, de la fête du trône, partagé, par, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a parlé de cette fracture, de ouais, ces disparités, de ce Maroc à 2 vitesses. d'accord. Malheureusement, c'est une réalité. Une femme qui vit dans le monde rural ne va pas forcément avoir le même accès à l'éducation, aux infrastructures scolaires, santé, etc. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Et c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on est un peu dans une bulle. Et d'ailleurs, pour revenir au give back, à cette valeur de give back, c'est là où le Maroc se passe. C'est pas du moins, si on veut rattraper ce gap et faire en sorte que les femmes du monde rural, un jour, accèdent aux mêmes opportunités, il y a du travail. Il y a du travail et pour moi, c'est la source. C'est la source. Travailler à l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, malheureusement, on voit trop de jeunes filles, qui vivent dans le monde rural, qui sont déscolarisées pour aider les parents, qui vivent dans Oui, la pauvreté, dans la misère. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes filles? Et malheureusement, elles représentent la majorité de notre pays aujourd'hui. exact. Et c'est une majorité qu'il ne faut pas exclure. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes brillantes et parfaitement légitimes. Mais le problème, ils n'osent pas affirmer ou confirmer leur ambition et leur envie. Pourquoi, selon toi, beaucoup de femmes très compétentes n'osent pas dire toujours je veux? Encore une fois, héritage socioculturel, où les femmes ne vont pas être encouragées à être sous les feux des projecteurs. Ouais, Il y a cette pudeur, parfois cette timidité, des blocages intérieurs, ces croyances croyances limitantes héritées, ouais, dont je parlais, exactement. euh, qui vont faire que la femme, à un moment donné, les femmes ne vont pas être à l'aise pour parler à la première personne du singulier. D'accord. Je manque de confiance, manque d'affirmation, La peur du regard des la autres. peur du jugement, la peur du regard des autres. Mais tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Moi, pendant longtemps, le jeu, j'avais du mal. Mais non, en fait, c'est nous. Et bien sûr, il y a le collectif. Il y a le collectif. Mais derrière, il y a aussi un jeu. C'est trouver l'équilibre entre ce Ouais. jeu et le nous. Et il n'y a pas de honte à parler du jeu, savoir parler de ses réalisations. J'ai fait, je suis fier de. Il n'y a pas de mal. On ne doit pas avoir honte. La chouma, il n'y a pas Ouais. de chouma ici. Ce sont tes réalisations. Et c'est aussi apprendre à s'approprier ces réalisations. Et je pense que c'est le starting point. Plus les femmes apprendront à s'approprier leurs réalisations et à être fières de leurs réalisations, plus elles développeront cette confiance en elles et cette affirmation.
C'est un muscle, en fait, Ouais, qu'il faut faut travailler, l'entraîner. qu'il faut entraîner. Plus Ouais. on le travaille, plus on acquiert cette aisance à parler à la première personne du singulier, je. Leïla, toi, qu'est-ce qui t'a freiné dans le passé? La peur de décevoir, de déranger, d'échouer? La peur Qu'est-ce de de décevoir? décevoir mes parents, même si eux ne m'ont jamais mis de pression, ils se sont investis, ils ont misé en moi, et ils ont toujours, fait en sorte, de m'offrir, de nous offrir le meilleur et j'avais toujours envie, voilà, de bien faire pour, encore une fois, le give back, pour leur rendre. Donc cette peur de décevoir, clairement, son entourage, mais avec la maturité et l'expérience, j'ai réussi à m'affranchir de cette peur de décevoir parce que finalement, je fais des choses que j'aime et c'est ça le plus important. Quand l'entourage voit des personnes qui sont épanouies, c'est le plus important. La peur de l'échec, j'ai échoué plusieurs fois, je me suis cassé les dents et c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de développer cette résilience Exactement. et l'échec fait partie de l'apprentissage, en fait. Si on n'échoue pas, on ne sera pas en mesure de rectifier le tir ou d'apprendre de nos erreurs. Il n'y a pas de parcours linéaire et c'est justement la beauté de la vie. C'est les échecs, ce sont les réussites et c'est de pouvoir convertir nos échecs en succès. Et généralement, nos échecs portent le germe de nos futurs succès. Donc, échouer, échouer et échouer encore, ce serait le mot que j'aimerais aussi partager. Et puis, il y a ces moments où, malgré le doute, on ose. Et ça change tout pour nous. Oui, Et est-ce qu'il y a une fois où oser demander, ça a changé tout pour toi? oui, clairement. Oser demander une augmentation de salaire. C'est bien. Clairement. Alors ça m'a tu vois, tu parlais tout à l'heure d'affirmation de soi, oser et tout. J'ai osé. J'ai préparé parce que j'avais tous les arguments pour justifier une augmentation de salaire. Alors j'ai négocié, mais je l'ai eu. Pouvoir partager du feedback au manager. Quand, le manager, voilà, sort des valeurs, dont je parlais tout à l'heure aussi, ben, partager du feedback. Et ces moments-là sont des moments dans lesquels aussi, à travers lesquels ça permet de réajuster et de rectifier le tir pour repartir sur de bonnes bases. D'accord. Je reviens sur l'égalité, les grandes idées sur l'égalité se sont souvent débattues dans les médias, dans les conférences, dans les rapports, mais ce sont les expériences vécues qui donnent vraiment la mesure de ce qu'il reste à faire. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux situations très concrètes que tu as vues ou vécues dans ton carrière, où tu as vu des inégalités de traitement? Oui, plusieurs, encore une fois, la maternité, c'est une situation que j'ai rencontrée de nombreuses fois, vraiment. Ou un exemple, j'ai un exemple très parlant. Je recrutais pour un poste, vacant en interne et en lice, j'avais, une jeune femme et un jeune homme, tous les 2 très compétents et je retiens la jeune femme, de par ses compétences, qui étaient pour moi nettement meilleures que l'homme. Quelques jours avant D'accord. la finalisation du process, je reçois un appel de cette jeune femme qui me dit et je me souviens très bien de ce jour-là parce que je montais les escaliers et mon ascenseur était en panne et j'étais essoufflée. Elle me dit, «Madame Bassi, voilà, avant que vous ne preniez votre décision, j'aimerais partager, quelque chose de très personnel avec vous. J'envisage un projet de maternité et je voudrais pas que cela influe votre décision». Et là, je lui ai dit: «Bah, je vous remercie beaucoup pour votre transparence, mais cela relève de votre vie privée. Mais merci pour l'information». J'ai fait le choix malgré tout de garder cette jeune femme qui est un élément brillant et qui a eu par la suite 2 enfants. Pourquoi je partage cet exemple-là? Parce que malheureusement, les femmes, ont toujours encore une fois cette peur de décevoir et la maternité aujourd'hui, c'est un sujet qui parfois peut ne pas être bien accueilli en entreprise parce que personne qui n'est pas disponible, qu'est-ce que je vais faire pour, gérer, la transition, la continuité des activités? Ça va coûter en entreprise, ça va du moins nécessiter certains efforts pour gérer cette, phase, de 3 à 4 mois. Mais pour les femmes, ça reste aujourd'hui un problème. Oui. Alors que la maternité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de toute femme. Oui. Et donc cette jeune femme était rongée par la culpabilité, elle n'était pas à l'aise. Mais je tiens à vous dire que j'ai très bien.
Mais ça, c'est votre vie privée. On s'organisera le jour où Ou ouais. ça arrivera, et c'est tout ce que je vous souhaite, on s'organisera en conséquence. Comme moi-même, j'ai été accompagnée pour mes maternités. Donc, la maternité, véritablement, peut être un frein et euh, un motif de discrimination à un moment donné dans la carrière des femmes, clairement. C'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres encore. Si on a le temps, je Ouais. pourrais partager avec toi beaucoup d'autres exemples. Et moi-même aussi, un autre exemple, c'est le biais de la jeunesse. J'ai démarré ma carrière tôt, très tôt, je me suis retrouvée dans des comités de direction, dans des conseils d'administration, 25 ans, avec que des hommes, tous les cheveux grisonnants. Ah ouais. Et, et je me suis pas forcément sentie à ma place, pas sentie légitime également. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, d'être entourée de personnes bienveillantes. Et je me souviendrai toujours d'une phrase d'un PDG à l'époque où j'étais très timide, j'osais pas poser des questions. Et il m'a dit, mais Leïla, tu es à ta place, donc prends ton espace. Pose les Ouais. questions que tu dois poser. Tu as ta place, vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas ton mot à dire. Et ça a été un vrai déclencheur aussi pour la suite de ma carrière, pour m'affirmer davantage. Au-delà des cas évidents, il existe d'autres formes d'inégalité, bien sûr, euh, presque silencieuses, Oui, plus discrètes, les inégalités mais, salariales. mais tout aussi impactantes. Dans les réunions, dans les entretiens, les échanges pro, et quels signes te montrent que certaines personnes ne sont pas traitées toujours de la même manière? Quand une femme va se voir couper la parole en réunion, Ouais. ça, c'est des choses qui arrivent très souvent Mm. par des hommes, ou des hommes qui vont s'approprier des idées partagées par des femmes, Mm. alors que la femme a dit exactement la même chose. Mais quand ça va être repris par un homme, eh ben, ça va être écouté, entendu d'une manière différente. C'est un exemple. Des micro-agressions, des remarques qui vont être partagées sans aucun contexte, out of the blue. Mm. Ah, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu m'as l'air fatigué. Tu m'as pas l'air dans ton assiette. Des remarques que l'on va pas faire à Un des homme. hommes. Ah, mais tu dois partir tôt aujourd'hui, tu dois encore récupérer ton enfant de l'école. Voilà, Ouais. ce sont des remarques aujourd'hui qui existent tous les jours. Et ça, ce n'est qu'un florilège qui montre aujourd'hui qu'en termes de posture, qu'en termes de mindset, on est encore loin du compte. Et c'est pour ça que cette prise de conscience, à travers l'existence des micro-agressions, des biais, des stéréotypes qui sont ancrés dans notre société, cette prise de conscience, elle est indispensable, que ce soit encore une fois chez les hommes ou chez les femmes. C'est être conscient de ces poids, de ces freins invisibles, pouvoir poser un diagnostic sur ces freins invisibles et pouvoir agir dessus, en neutraliser les effets toxiques euh, à nos niveaux, individuellement et collectivement, au sein de la société civile, au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait pour neutraliser ces biais et encourager le changement des mentalités? Et on arrive presque à la fin. J'ai un petit segment de questions vite fait. Ouais, Tu réponds instinctivement. ça marche. Signature de perspective. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné Fais-toi confiance. et le pire conseil Tu as un boulevard devant toi. où tu as douté le plus. Quand j'ai pris un poste régional et voilà, avec plus de 70 pays, j'ai beaucoup douté. Et celui où tu as été le plus fier. Alors, ce sera plus perso, pas pro. Création d'une école préscolaire dans la région natale de mon père, Lalahmo, en son hommage, D'accord. en partenariat avec la Fondation Zagora. Très fière. Wow. La décision la plus difficile Rester au Maroc malgré la maladie de mon père. est celle qui t'a libéré. La bénédiction de mon père dans le fait de conforter ma décision de rester au Maroc. Le choix professionnel que tu referais sans hésiter Avoir rejoint le monde des multinationales, du corporate. et celui que tu referais autrement. L'avocature. Aujourd'hui, si demain j'endosse ma robe, pouvoir plaider. Merci Leïla pour ce témoignage à la fois inspirant et très honnête. Une conversation que je l'espère inspirera beaucoup d'autres voix à oser prendre leur place.
Merci et à bientôt.